tous et bienvenue sous notre baobab, sous notre arbre à palabres. Et bienvenue dans cette première émission vidéo de ce podcast. Donc, je suis très excitée, très contente en fait pour plusieurs raisons. D'abord, comme j'ai dit, première émission vidéo. Donc, excusez un peu le stress. Je vais faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Deuxième raison, parce que on va parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur. Ça fait vraiment longtemps que je vais en parler, mais je cherchais l'invité adéquat pour cette émission pour en parler. Et donc, qui m'emmène à la troisième raison pour laquelle je suis très, très contente. C'est parce que cette personne, vous la connaissez, déjà été invitée sur le podcast. Son émission fait partie du top 3 des émissions les plus écoutées sur ce podcast. C'est le coach Jean-François Yoman. Bonjour, coach. Bonjour, comment vas-tu? Très, très, Ça, très heureux de super, te et toi? retrouver sur ce nouveau format de ton podcast. En tout cas, très, très heureux de pouvoir être l'un des premiers, Non, le premier à faire la vidéo. Et le premier à faire la vidéo. OK, c'est ça. Mais c'est en une... plus de ça, tu as été le premier à faire le podcast. Donc là, tu n'as pas été Ah, le premier. c'est Fini. vraiment une grâce, c'est vraiment une grâce pour moi. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, donc ils vont suivre cette thématique. Du reste, thématique super importante dont nous allons parler dans les détails et pouvoir aider les personnes qui veulent se marier ou qui sont déjà mariées ou qui ont peut-être un peu de mal avec cette question du mariage, à pouvoir trouver des réponses ou des débuts de réponses à des questions qui peuvent se poser. Exact. En tout cas, donc, comme le coach l'a dit, on va parler du mariage. Du mariage, et comme je dis toujours, je tiens à parler de ce que je connais. Donc, on va rester dans le mariage dans le contexte ouest africain. Parce que même en Hmm. Afrique de l'Ouest, on va se dire la vérité, ça dépend, certains aspects du mariage dépendent de la culture, de la religion. Et on va essayer du mieux qu'on peut de développer sur ce sujet par rapport à ce qu'on connaît. Donc, encore vraiment, je te remercie vraiment, coach, d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va mettre les pieds dans le plat directement. J'aimerais savoir, en fait, comment est-ce qu'on définit le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Alors, le mariage peut avoir plusieurs définitions selon qu'on se situe dans un contexte définitionnel qui soit culturel, sociologique, spirituel et religieux ou tout simplement juridique. Donc, le mariage peut avoir plusieurs acceptions, mais nous parlerons de ce que le mariage est généralement. Donc, l'union sacrée entre deux personnes qui jusqu'à présent, un homme et une femme. C'est ça. Un homme et une Une femme. femme. C'est Voilà. ça. Et donc, voilà. Donc, ce lien va générer un certain nombre de droits et de devoirs entre les conjoints. Le premier élément fondamental, c'est le changement de leur statut. Donc, du fait du mariage, le statut social aussi change. L'homme et la femme, qui étaient tous les deux célibataires, ont un nouveau statut, c'est le statut de marié. Et on va voir même que sur les registres d'état, enfin, de naissance, etc., sur les actes de naissance, il va y avoir une nouvelle mention, euh, soit en vue de mariage quand on est dans la procédure, mais marié quand la procédure de mariage a déjà été actée. Vous Tout à voyez, fait. donc ça veut dire que le fait de se marier va engendrer un certain nombre de conséquences de droit. C'est Je ça. dis généralement, on se marie à la mairie, Mhm. mais ça ne se poursuit jamais à la mairie, ça se Vraiment. poursuit au tribunal. Voyez? Donc, parce que le mariage aura généré des effets de droit. C'est ça. Ces effets de droit peuvent être du droit coutumier Mhm. ou du droit moderne, C'est selon ça. que le mariage est coutumier ou que le mariage est moderne. Mais D'accord. ça peut provoquer aussi des effets de droit religieux si ce mariage-là, justement, est observé sur l'angle religieux. C'est On ça. pourra donc dire que le mariage est une Mhm. institution sacrée qui est riche en tradition et en diversité. Mhm. Voilà une première définition comme ça que je pourrais donner au mot mariage. D'accord, pas de problème. Donc, juste pour résumer vite fait, un homme, une femme vont devant, d'abord à la mairie, donc devant les hommes, et Mhm. le tribunal, donc c'est encore devant les hommes, pour Oui, lier leur vie exactement, et se donner des droits les uns sur les autres. exactement. Voilà. C'est Et- exactement ce que c'est. C'est ça. Et après, ils décident d'aller devant Dieu.
pour aller Mhm. compléter cette union-là, en fait. Exactement. OK. Bon, bon, comme j'ai bien compris ce premier truc-là, donc c'est bon. Mais en fait, moi, la question, parce que, enfin, vraiment, j'y ai pensé, je dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se marie? Mhm. Parce que, comme tu l'as dit si bien tout de suite, il y a des droits, mais il y a aussi des conséquences. Parce que Mhm. des conséquences légales, parce qu'on vit en société, il y a des lois qui régissent cette société. Donc, pourquoi, en fait, l'être humain sent ce besoin d'aller, comment dire, s'unir avec Mhm. une personne de sexe différent? Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que le mariage a une dimension culturelle. Oui. Cette dimension culturelle est importante à prendre en compte. Mhm, C'est que le mariage va consacrer, en réalité, l'organisation de la vie sociale. mhm, Ce qui suppose en fait qu'un mariage permet à l'organisation sociale de se structurer autour de la question de la famille. Donc, le point de départ d'une famille aurait été le mariage d'un homme et d'une femme qui mhm. décident, comme tu as dit, de lier ensemble leur destin et, premièrement, de procréer et de s'assurer une descendance. D'accord. Donc, de façon originelle, Mhm, c'est ça le premier sens du mariage. C'est d'accord. qu'on doit assurer la pérennité de notre espèce. Et nous, à la différence des autres mammifères, on va consacrer cette union-là pour la rendre exclusive. Mhm, D'ailleurs, chez les bonobos, par exemple, une espèce de singe, mhm, il y a aussi cette espèce de mariage. C'est que les bonobos ont une espèce de fidélité mhm. à une femme à laquelle ils se lient pour toute la vie. Merci. Donc, ils ne vont pas connaître d'autres femelles en dehors de celle-là toute leur vie. C'est ça. Donc, on constate que sur certaines espèces animales, donc sur certains mammifères, il y a cette notion d'exclusivité. Donc, le mariage traduit le caractère exclusif de la relation, le caractère sérieux de la relation. C'est un peu comme si, tant qu'on ne vient pas au mariage, tout ce qui se fait là, bon, dans l'expression africaine, c'est derrière la cour, quoi, tu vois, c'est derrière la cour, c'est C'est derrière la maison. c'est ça. Et puis, deuxièmement, le mariage devient comme une façon d'officialiser, Mhm, donc de rendre officiel ce qui se fait entre ce monsieur-là et cette femme. mhm, La dimension officielle permet au mariage d'être considéré, à l'union, d'être considéré par les familles desquelles proviennent cet homme et cette femme. Donc, le mariage va conférer une dimension de sérieux. c'est ça. Donc, on va commencer à considérer maintenant ce Mhm, qui se passe. C'est mhm. comme si avant ça, bon, il peut tout se passer, hein, mais il n'y a rien qui dit que, il y a quoi que ce soit. Et tu as dit quelque chose de très important. Avant un mariage, il n'y a pas vraiment de droit de l'un sur l'autre, hein. C'est ça. Et ça, Mhm. c'est important à le signaler. Oui. C'est que si on n'est pas marié, bon, on se voit, on s'aime, bon, on vit une vie d'amoureux là, mais c'est sans plus. C'est ça. Tu n'as pas de droit encore sur moi et j'ai Mhm, pas encore de droit sur toi. mhm. Donc, clairement, je vais peut-être choquer quelqu'un qui va nous suivre, mais tant que tu n'as pas marié une femme, elle a le droit de continuer à accepter des invitations. Ah, Oui, oui, oui. oui, mais tu n'as pas marié. Il faut Tu n'as pas répéter. encore rendu, tu n'as pas encore rendu la relation exclusive. Tu n'as pas Mhm, encore dit que mhm, celle-là, elle est mienne. J'en fais vraiment mon épouse. Elle mhm. reste encore une promise, par exemple. Elle reste même pas promise, même encore, parce qu'à l'étape de promise, on a franchi quand même un cap important. C'est Donc, ça. attention, le mariage, pourquoi? Eh bien, pourquoi on se marie? On se marie aussi pour faire en sorte que la progéniture que nous mettons au monde évolue dans un environnement sécure, Mhm. dans un environnement organisé. C'est ça. Tu vois que le Mhm, mariage produit aussi cela. Les mhm, enfants vont naître dans un environnement sécure où il y a un père, il y a une mère, et ça oblige, parce que l'être humain est comme ça. mhm. Quand il n'y a rien qui l'oblige à faire quelque chose, il a tendance à s'oublier un peu et Effectivement. aller, voilà, se disperser un tout petit peu. Donc, le lien sacré, il est là pour me rappeler mon engagement, me rappeler que j'ai promis des choses à cet homme ou j'ai promis des choses à cette femme et que tous les deux, on est dans cette logique ou dans cette dynamique-là. Tout à fait.
Ensuite, pourquoi on se marie? Mhm. Eh bien, on se marie pour se jurer finalement cette notion de fidélité. Mhm. Ça veut dire que avant mon mariage, je ne suis pas obligé d'être fidèle à toi. C'est ça. Et ça, Oui, c'est très important, hein. oui, oui. C'est dans le contexte du mariage Oui, que je vais te promettre fidélité, tout à fait. assistance, Mhm. secours. C'est comme si sans qu'il y ait le mariage, je ne suis pas obligé de t'aider, en fait. C'est vrai. Quand on se voit, on se plaît bien, on se met bien, chacun prend sa route. C'est ça. J'ai pas d'obligation envers toi. C'est vrai. Mais si on se marie, alors il est dit, par exemple, quand on lit les codes civils du mariage, il est dit les époux s'obligent, Mhm. par exemple, à la communauté de vie, à Mhm. la communauté de biens. C'est ça. Donc, par le mariage, par exemple, on va structurer nos biens. La notion de mon, ma, mais n'existera plus. Ça sera remplacé par une autre notion, c'est notre. Mhm. Nos. Donc, il y a l'idée maintenant de l'unité, de l'union, même autour de nos biens. C'est Donc, ça. ce qui est à toi devient automatiquement quelque chose qui est à moi du fait de l'union sacrée qui nous lie. Tu vois que c'est quelque chose de fondamental. C'est un peu comme si, tant que vous n'êtes pas encore marié, Mhm. vous êtes dans la plaisanterie, en fait. Oui. Le mec, il a beau te dire, je t'aime, t'es la femme de ma vie. La femme, elle a beau te dire, ouais, t'es mon amoureux, nanana. C'est parole en l'air. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. C'est le Mhm. mariage qui va donner une force à ces Mhm. déclarations-là. Tout Tu à fait. vois? Mhm. J'expliquais progressivement pour qu'on comprenne pourquoi finalement on se marie. Mais on se marie aussi pour Mhm. une autre raison. Mhm. On se marie également pour faire remarquer, en fait, Mhm. à l'ensemble de la société Mhm. qu'on n'est plus sur le marché, on n'est plus disponible, c'est fini. Mhm. Aussi bien pour la femme, elle n'est plus disponible, C'est ça. ok? Elle est occupée, mais Mhm. vraiment, c'est le vrai sens de busy. Elle est busy, elle est occupée. C'est ça même. Et voilà, c'est un peu comme quand vous prenez l'avion et qu'il y a quelqu'un dans les toilettes. Il n'y a plus Ok. personne qui peut Il entrer. n'y a plus personne qui peut entrer. C'est C'est ça. pas possible. C'est Il ça. faut que la personne puisse déloquer en fait la porte, sortir pour C'est que ça. quelqu'un d'autre entre. C'est ça, la notion de mariage aussi englobe cette réalité. C'est que si je me marie, normalement, moi, Jean-François Youman, je ne devrais plus intéresser quelqu'un d'autre ou je ne devrais plus m'intéresser à quelqu'un d'autre C'est ça. qu'à celle avec qui je me suis engagé. C'est Mais ça. ça, au niveau social, c'est très important Mhm. puisque on est une espèce aussi, nous n'oublions pas, on est une espèce particulière, l'être humain a un côté bestial. Et Mhm. donc, si la société n'est pas organisée de cette façon, eh bien, je peux voir la femme de quelqu'un et venir l'arracher. Oui, mais parce qu'elle me plaît. Oui, C'est mais vrai. parce que je l'aime. Mais C'est ça vrai. veut dire que le mariage va éduquer même les sentiments des gens à l'endroit d'une femme ou à l'endroit d'un homme. Mhm. Ça ne veut pas dire que quand tu te maries, quelqu'un d'autre ne peut pas t'aimer. Oui, quelqu'un d'autre peut t'aimer, mais en fait, le mariage est un red flight qui dit oui, cet amour-là n'a pas de raison d'exister. La Exact. personne est déjà busy. Exact. Voilà, on ne peut pas appeler une personne pendant qu'elle est au Elle téléphone. est en ligne. Tout à Tu peux fait. prendre un double appel. Bon, aujourd'hui, les doubles appels existent, hein, mais, mais normalement, on termine un appel avant Mhm. d'en prendre un autre. Tu vois ce Tout que je à veux fait. dire? Oui, On va te oui. dire, votre correspondant est occupé. Exact. C'est ça, en fait. Exact. On tombe dans des guerres et on l'a vu à l'époque des Vikings, à l'époque de l'Afrique traditionnelle, lorsque des personnes, par exemple, n'étaient pas vraiment mariées et que un célèbre, par exemple, guerrier avait des vues sur une femme, eh bien, il pouvait venir la prendre Oui. et détruire tout le peuple, enfin, faire une guerre, etc. Mhm. Mais quand il y avait un mariage, eh bien, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le mariage engendrait des sortes de pactes entre les peuples. C'est ça. De sorte que si je suis marié à une femme de tel peuple, ce peuple-là ne peut plus s'attaquer à notre peuple parce qu'il y a une Mhm. union et il y avait des mariages même stratégiques. Des rois C'est ça. décidaient d'épouser des femmes de différents peuples, en fait, pour s'assurer une sorte de protection et de pacte de paix, Ouais, de ouais. tranquillité. À ce moment-là, tu ne peux pas t'attaquer, Ah, je veux dire, à c'est ta un belle roi. famille, quoi.
la belle famille, tu ne peux C'est ça. pas. Mhm. Et on le constate même encore aujourd'hui, hein. Voilà, nos chefs, certains de nos chefs d'État Mhm. se marient ça et là C'est dans le ça. même pays, ils ont plusieurs épouses dans plusieurs régions pour C'est ça. s'assurer cette instabilité en fait. Donc, Exact. on peut dire que le mariage a cette fonction-là de créer une stabilité au niveau Exact. social même. C'est Exactement. pourquoi on verra que dans certaines entreprises, si quelqu'un est marié, il Mhm. bénéficie de certains privilèges parce qu'on Exact. estime que c'est quelqu'un de sérieux. On Exact. estime que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il est responsable en fait. Tu Exact. vois, il répond d'une famille, d'une femme et des enfants, et donc c'est quelqu'un de sérieux. Mais quand le gars, il est multiprise, comme chante Pierrette Adams là, quand il est multiprise, après, c'est difficile de lui confier plus de responsabilités parce qu'on se dit, Exactement. gars là, de même qu'il n'est pas focus, tu vois. C'est Donc, ça. ça montre aussi que quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un de focus, c'est Mhm. quelqu'un de, tu vois, de discipliné, etc., Oui. etc. Voilà. Donc, voilà pourquoi on se marie. Non, mais pour ajouter même à ce que tu dis, bon, je vais dire, hein, c'est les gens de chez moi, donc je vais dire la vérité. Au Sénégal, par exemple, où la polygamie est autorisée, les femmes, un homme célibataire qui vient draguer une jeune fille, la première Mhm. question qu'elle lui pose, c'est est-ce que tu es marié? Parce que le fait qu'il soit marié, en fait, démontre qu'il est stable. Donc, je ne veux pas commencer une stabilité avec toi. Je veux que tu aies déjà une stabilité, et puis moi, je rentre dans ta stabilité, en fait. Ah, Donc, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis là. oui, donc si tu es célibataire, c'est de plus en plus difficile en fait de te marier en fait parce que bon, à moins que bon, c'est des, enfin, parce que comme je dis, la polygamie est ancrée dans la société sénégalaise, donc c'est même plus une question de celles qui sont intéressées par ça ou pas, mais c'est vraiment un critère maintenant pour choisir un mari. Donc ceci Mhm. étant dit, et juste maintenant pour compléter ce que tu es en train de dire, non, pour poursuivre plutôt ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que, bon, comme je dis, c'est un homme et une femme qui choisissent d'unir leur vie, qui vont faire ça devant les hommes, ensuite devant Dieu. Et en fait, et comme tu dis, le mariage, en fait, veut dire stabilité ou démontre une certaine stabilité, etc. Donc, mais pour arriver à tout ça, en fait, comment est-ce que on se prépare au mariage? Parce que comme tu dis, ça peut pas être, ou bien tu sors comme ça, tu vois un homme, ou bien tu vois une femme, tu dis, ah bon, allons, on va se marier demain. Bon, quoi qu'il y en a qui le font. Mais comment, Bien vu que qu'il y c'est a des quelque chose de personnes, sérieux, hein? hein, bien qu'il y a des personnes qui vous rencontrent la première fois et qui disent, je vais t'épouser. Et ça arrive, hein? Oui, oui, moi, j'en connais personnellement. J'en connais Voilà. personnellement. Il y a Ce des n'est pas personnes ça pour donner, juger, ont mais la en fait, gâchette du mariage très facile. très facile. Bon, mais comme c'est quelque chose, comme ce que tu viens d'expliquer, c'est quelque chose quand même de très sérieux, le mariage. Ça implique beaucoup de choses parce que tu as parlé de la belle famille, tu as Mhm. parlé de légalement, ça, tu as parlé des biens, tu as parlé Mhm. de la progéniture qui naît de cette union-là. Normalement, c'est pas quelque chose, comme tu dis, donc on se jette comme ça, c'est quelque chose qui se prépare. Donc, Mhm. comment est-ce qu'on se prépare justement au mariage? Alors, se préparer au mariage va dépendre en fait de la culture à laquelle on appartient, C'est ça. de la religion parfois à laquelle on appartient, du, de la zone, on va dire régionale à laquelle on appartient. Tout ça peut être pris en compte. Mais si on reste dans le contexte du mariage africain, par exemple, Mhm. c'est une institution riche en tradition et en diversité. Tout Il à y a fait. quelques éléments clés sur le mariage dans la culture africaine. D'abord, on parle du mariage traditionnel. On va voir que dans l'Afrique traditionnelle, on ne vient pas tomber comme ça sur une femme pour lui dire je vais t'épouser. Le mariage traditionnel, également appelé mariage coutumier, Mhm. était une étape importante dans la vie d'un couple africain. Mhm. En fait, quand je regarde vraiment les textes anciens, quand je regarde les textes historiques sur le mariage en Afrique, je me dis à quel moment les histoires de copinage ont commencé en fait. À quel moment Mhm. euh, un gars se lève et dit celle-là c'est ma go, etc. Parce que ça n'existait pas dans l'Afrique traditionnelle. Mhm. Le mariage revêtait un caractère exceptionnel. Il se déroulait selon les coutumes et les croyances spécifiques à chaque ethnie. Et la cérémonie de la dot, par exemple, était un moment essentiel du mariage traditionnel. La cérémonie impliquait la remise de cadeaux et de biens matériels par la famille du marié à celle de la mariée. Et des fois, il faut préciser qu'il n'avait jamais rencontré cette mariée-là avant. Il avait seulement aperçu, C'est ça. peut-être au marigot, peut-être, je ne sais pas moi, dans le village, mais il n'osait pas l'approcher. Mhm. Il fallait maintenant qu'il se renseigne
sur la famille à laquelle appartenait cette fille-là. Donc, on prenait du temps pour se renseigner. Si elle appartenait, elle était par exemple d'un village voisin, on envoyait des émissaires pour aller voir à quelle famille elle appartient. Est-ce que c'est une famille de nobles? Est-ce que c'est une famille d'esclaves? Est-ce que c'est une famille d'esclaves rachetés, par exemple? Enfin, on devait savoir à quelle caste elle appartenait. Est-ce que c'est la caste des forgerons? Est-ce que c'est la caste des cultivateurs? Enfin, c'était important de connaître clairement la famille dans laquelle on devait entrer. Car la dot symbolisait l'union de deux familles et la reconnaissance sociale du mariage. Donc, le mariage n'arrivait pas comme un cheveu sous la soupe, en fait. Non. En Afrique traditionnelle, on respectait la femme. On honorait sa famille. On était reconnaissant de ce que cette famille ait pu non seulement enfanter une telle beauté, mais en plus qu'elle ait reçu une éducation qui fait d'elle une femme capable de prendre soin d'un homme et d'une famille. Parce qu'en réalité, la femme allait épouser une famille et pas un homme. En Afrique traditionnelle, on éduquait une fille à être capable d'entrer dans une autre famille et de ne pas faire honte à sa famille d'origine. Donc, un mariage réussi était un mariage dans lequel on avait réussi finalement à faire accepter un homme qui a de la bravoure, du courage, des qualités, des aptitudes et qui parfois venait dans sa belle famille faire preuve de prouesse. Quand on écoute les légendes africaines, quand on écoute les fables africaines, les histoires qui sont racontées par nos sages africains, on se rendait compte que parfois, pour épouser par exemple une femme, il y avait des compétitions et c'était le meilleur qui épousait. Et il y a plusieurs histoires comme ça, n'est-ce pas, autour de l'histoire de Topé l'araignée, etc. On voit bien que ce n'était pas donné à n'importe qui de se marier. Ne se mariait jamais qui voulait, mais qui pouvait, qui avait la capacité de démontrer qu'il pouvait être protecteur, qu'il pouvait être pourvoyeur, qu'il pouvait être aussi garant d'une certaine sécurité de cette femme-là et donc d'assurer une certaine descendance de qualité à cette femme. Donc, les familles n'acceptaient pas de donner leur fille à un inconnu. Qui est-il, cet homme? De quelle famille vient-il? En fait, dis-moi qui est ta famille, je te dirai si tu es capable d'épouser ma fille. Et donc, les familles travaillaient à leur honorabilité. Les familles travaillaient à leur réputation. Les familles travaillaient sur ces aspects-là. Pourquoi? Eh bien, parce que si jamais la famille était déshonorée d'une manière ou d'une autre, on n'épouserait jamais une personne venant d'une telle famille. Si on la savait, une famille belliqueuse, une famille de trompeurs, une famille de gens qui donnent des gourmets, jamais on ne va venir dans votre famille. C'est pas possible. Donc, vous voyez que la notion même de développement personnel, la notion même de confiance en soi, d'image de soi, était quelque chose d'extrêmement important en Afrique. Parce qu'on épousait le témoignage. Des fois, les fiancés ne se connaissaient pas, mais leurs deux familles avaient déjà fait des sortes de pactes. Et parfois, c'était les pères entre eux qui étaient des amis et qui disaient, à cause de l'amitié qui règne entre nous, ma fille qui naîtra sera l'épouse de ton fils. Parce qu'on se connaît. Je sais que tu ne feras jamais de mal à ma fille, par exemple, ou tu ne feras jamais de mal à mon fils. Exactement. Donc, tu vois que cette logique du mariage faisait qu'on ne pouvait pas tomber sur quelqu'un au détour d'un marigot, et puis on la prend, et puis on va coucher avec elle. Non. Non, 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 non. Parce que une des dimensions de l'honorabilité de la famille, c'était le fait d'apporter une femme nubile. Donc, une femme qui n'avait pas connu d'autre homme avant celui-là. Et on devait en apporter la preuve. Et je pense que à ce moment-là, il y a une sorte de mixité entre la culture et la religion. Parce que dans la religion, on va avoir des traces également de ce type de coutume-là. Il ne faut pas oublier que le Coran est d'origine arabe et que la Bible est d'origine juive, par exemple, et que la Torah également est d'origine juive, et que ces trois religions-là
ont un dénominateur commun. Les histoires sont presque communes. Exact. Et que dans ces cultures, comme la culture arabe, la culture juive, etc., la notion de virginité était quelque chose d'extrêmement puissant. On ne pouvait pas jouer avec ça parce qu'il fallait en apporter la preuve le jour même des noces. Exact. C'était important d'apporter la preuve. Et cette preuve-là, eh bien, était gardée par la famille pour dire que notre fille, là, vous l'avez trouvée vierge. C'est ça. C'était un honneur pour le père. Exact. De sorte que si quelqu'un couchait avec la fille de quelqu'un sans qu'elle ne soit mariée, c'était un déshonneur. Exact. Si un homme épousait une femme et qui se rendait compte qu'elle avait déjà perdu sa virginité, le mariage pouvait être annulé parce qu'il y aurait eu un mensonge. Mais pourquoi? Eh bien, parce que une des raisons du mariage, c'est d'assurer la descendance d'un homme. Et il faut être sûr que le compteur a zéro, en fait. Je ne suis pas sûr que je suis. Il faut être sûr que, en fait, je suis le premier, l'alpha et l'oméga. Je sois sûr que les enfants qui vont naître de cette femme-là sont bien mes enfants. Exactement. Il ne faut pas que je puisse être là et être, en fait, un prête-nom au voisin. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important en Afrique. Ouais. Et une autre raison pour laquelle, eh bien, le mariage se préparait, eh bien, parce que c'était des festivités. Le mariage donnait l'occasion d'une fête. Le mariage africain est joyeux, il est coloré. C'est le moment, en fait, de démontrer la richesse des familles, de démontrer la richesse culturelle du peuple, de la femme ou du mari. Vous voyez, dans l'Afrique ancienne, par exemple, en Nubie, c'était une occasion pour les familles de faire des défilés. Le mariage durait entre 7 et 14 jours. Okay? En Éthiopie, par exemple, c'était le moment où on va dire, la mariée devait être parée d'or de la tête à la plante des pieds. L'histoire raconte qu'elle ne portait pas de vêtements, elle était nue et donc il fallait que la famille ait suffisamment d'or pour la couvrir. Sinon, elle était exposée. Tu peux imaginer que ça veut dire que la famille devait accumuler suffisamment d'or pour habiller complètement de la tête aux pieds. On ne devait pas voir sa chevelure parce que la chevelure de la femme était sacrée et qu'il n'y avait que son homme pour voir cette chevelure-là. D'où, par exemple, le symbole du voile dans le mariage moderne. Vous voyez, beaucoup de choses ont été empruntées de l'Afrique, hein, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous voyez, donc ça entraînait tout ce qui était musique, danse, vêtements magnifiques. Je l'ai dit, le mariage durait plusieurs jours et impliquait toute la communauté. Vois-tu, lors d'un mariage, tout s'arrêtait dans le village. Il n'y avait plus d'activité. Le mariage était l'événement le plus important. Eh bien, il fallait se préparer parce que toutes les familles du village voulaient manger là. Occasion peinturée. Les invités sont habillés de couleurs vives. La célébration était un moment de partage, de convivialité. Et donc, ça ne pouvait pas être quelque chose de banal. Ça se préparait. On devait être sûr que lors de la famille qu'on va léguer à cette fille-là, elle le mérite vraiment. C'est de l'or, hein? C'est de l'or, hein? Et c'est de l'or parfois qui a été arraché de pleine lutte parce que autrefois l'Afrique était un continent guerrier et donc l'expansion des territoires passait aussi par des conquêtes. On se souvient des conquêtes de Samori Touré, on se souvient des conquêtes de Sundiata Keïta. Vous voyez que lors des visites de ces grands guerriers dans des villages, etc., ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient et ça permettait d'accroître leur richesse. On se souvient par exemple de Kaya Manga Sissé, n'est-ce pas? On parle de l'Afrique, hein? Il faut connaître notre histoire, de Mansa, qui était l'homme le plus riche du monde à cette époque-là. Mais le mariage d'un tel monsieur, mais tu peux imaginer que c'est un transfert de richesse, c'est un transfert de patrimoine. Et donc, je dois être sûr que cette femme-là ne va pas aller donner ma richesse à quelqu'un d'autre, ne va pas aller donner ma postérité, ne va pas aller donner en fait mon nom à quelqu'un d'autre. Et ça, c'était des éléments extrêmement importants. Et on verra que qu'on soit en Afrique de l'Ouest, par exemple,
Mhm. On a plusieurs peuples. On avait par exemple l'empire du Ghana qui s'étendait donc du Ghana jusqu'au Niger. C'était Mhm. un empire extrêmement grand. On avait par exemple l'empire du Mali, l'empire Soso. Il y avait tous ces empires-là couvraient cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Et chacun de ces empires avait sa façon de célébrer les noces, de célébrer le mariage. Mhm. D'ailleurs, dans la zone de l'Empire du Ghana, qui était une zone beaucoup plus à Caen, une zone un peu plus axée sur la royauté, ok, on avait dans cette zone-là des mariages qui étaient très fastueux, des mariages qui étaient euh, une occasion pour les familles de démontrer aussi leur solidarité, leur union, etc. Et puis, quand on allait un peu dans la zone du Sahel, ok, dans la zone un peu sahélo-sahélienne, donc Mali, Burkina, Niger, un peu au nord du Nigeria, etc. C'était des peuples aussi extrêmement riches par le commerce. C'était de grands commerçants. Et donc, ils possédaient des étoffes, des toiles, ils possédaient, n'est-ce pas, du sel, parce qu'à cette époque-là, le sel était très important, Bien les sûr. coris, etc. C'était pas de l'or de ce côté-là, mais c'était beaucoup plus les étoffes, puisqu'ils traitaient dans le commerce triangulaire avec les Arabes, les nomades, etc. Exact. Donc, tout ça donnait aussi au mariage dans cette zone-là une dimension aussi culturelle très forte. Mhm, mhm. Et donc, les parures étaient quelque chose d'extrêmement important. C'est ça. Le nombre de biens que possédaient les personnes dans cette partie de notre continent, donc de notre Afrique subsaharienne, c'était quoi? C'était des bœufs, Mhm, c'était des moutons, c'était un cheptel. mhm. On pouvait identifier la richesse de ce monsieur à la tête de bœuf Ah, qu'il c'est vrai, possédait. c'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Parce que c'était vraiment des agriculteurs, mais beaucoup plus des bergers, tu Mhm, vois. Des bergers, donc, qui avaient de très, très grands troupeaux et qui faisaient des choses extraordinaires. C'était aussi des laboureurs, mais ils étaient beaucoup plus dans des cultures comme le sorgho, le maïs, etc. Et c'était ça qui permettait de faire les dots, par exemple. Donc, on voit que chaque peuple, en fonction de ce qui constitue sa richesse, va l'utiliser comme moyen de troc, comme moyen de transaction pour pouvoir épouser. Et donc, la famille qui va donner sa fille doit s'assurer qu'elle ne va pas entrer dans une famille où il y aura la famine. Parce qu'à cette époque de l'Afrique, la Mhm, famine existait. mhm. Et il n'y avait que les familles qui étaient riches, les familles qui étaient travailleuses, les familles qui possédaient de grands biens, eh bien, que tout le monde visait. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. On convoitait ces grandes familles-là. On voulait tous être, enfin, le beau-fils Pareil. ou Oui, oui. la belle-mère de la famille Mansa. Qui ne voulait pas appartenir à cette grande famille? Bien Qui sûr. ne voulait pas appartenir à des familles comme celle du roi du Dahomey? C'était important. Mais pour y arriver, il fallait faire montre de deux valeurs essentielles. La première, c'était les valeurs morales. Et la deuxième, c'était vraiment les valeurs de travail, de bravoure, etc. Donc, voilà un tout petit peu comment se prépare le mariage traditionnel. Mais aujourd'hui, le mariage va prendre beaucoup plus une dimension folklorique. De Mhm, plus en mhm. plus aujourd'hui, on est dans le mariage que j'appelle le mariage fashion, tu vois. On est beaucoup plus, tu vois, dans le folklore. Il Les y a mariages avec les grosses dots. hein, il y a tout ça, il y a tout ce faste qui Exact. entoure le mariage. C'est beaucoup plus maintenant une occasion aussi pour les familles de montrer leur prestige, leur richesse, C'est leur ça. gloire, Mhm, etc. Et ce n'est plus tant parce que nous sommes heureux de marier notre fille parce qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, mais c'est surtout parce que notre fille se marie. Donc aujourd'hui, on se limite beaucoup plus à l'aspect statut et de la fête surtout aussi, oui. et à l'aspect festif. Mhm. Qui a fait le mariage le plus beau? C'est pas Exact. qui a fait le mariage le plus heureux, qui C'est a ça. fait le mariage qui va durer le plus. C'est Tu ça. vois? Donc aujourd'hui, le mariage tend à perdre sa valeur intrinsèque, qui était le fait pour une famille de savoir que sa fille est bien mariée. Bien mariée autrefois, c'était mariée parce qu'on sait que cette fille-là aime cet homme. Et l'amour à cette époque n'était pas l'amour dans le sens romance, romantique. Mhm, Il faut faire la différence mhm. parce qu'à cette époque-là, on aimait
quel type de famille dans laquelle notre fille entre. On aimait cette famille. On aimait cette famille pour sa réputation, pour tout ce que tu veux. Et on finissait par aimer finalement la personne avec laquelle on se trouvait. Donc, nos mémés, nos grands mémés, nos aïeuls que je salue ici, elles nous regardent peut-être depuis là-haut. C'est ça. Elle n'était pas forcément dans une dimension romantique. L'amour n'était pas romantisé. Mhm. D'ailleurs, il faut savoir que le romantisme date d'une certaine époque, hein. C'est ça. Ça fait pas de très longtemps. C'est OK? ça. Donc, voilà, c'est une forme d'expression de l'amour, mais ce n'est pas la seule forme d'expression de l'amour. Et dans l'Afrique traditionnelle, il faut le savoir, pour démontrer son amour à une femme, c'était pas de lui dire je t'aime, c'était de montrer des choses à cette femme. C'était de donner des choses à cette femme. C'était de la placer en sécurité. C'était d'être capable de la défendre, de défendre son peuple. D'ailleurs, on raconte que certains hommes, pour prouver à quel point ils étaient prêts à épouser une femme, eh bien, ils allaient parfois chasser des animaux jugés redoutables. Ils devaient Mhm. revenir avec une peau de panthère, ils devaient revenir avec une peau de, je sais pas moi, tu vois. Mhm. Il va montrer qu'il est prêt en fait à tuer une panthère, rien que pour sa femme. Exact. Exact. Aujourd'hui, même pour tuer une souris, c'est un problème dans la maison. C'est difficile, tu vois. Mais, mais je veux dire que progressivement, toutes ces valeurs auxquelles le mariage était rattaché ont fini par être diluées dans le temps. Mais à chaque époque, c'est réalité. À chaque saison, c'est vérité. Voilà donc ce que je peux te dire sur comment on préparait le mariage en Afrique traditionnelle. Maintenant, si on doit parler de la préparation du mariage actuellement, on pourrait peut-être regarder quelques éléments d'indices qu'on peut emprunter du mariage traditionnel au mariage moderne. C'est ça. En fait, oui, justement, je voulais rebondir sur cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu as fait mention qui se, aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont perdues, mais en fait, par exemple, une femme, quand elle se marie, elle cherche la sécurité, et quel que soit, parce que beaucoup vont te dire, quel que soit l'argent que je gagne, quel que soit, je veux dire, je veux me sentir en sécurité. Des fois, ça peut ne pas être l'argent, mais je veux savoir que j'ai quelqu'un, j'ai un compagnon, j'ai quelqu'un. Quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur la personne. J'ai quelqu'un qui sait faire preuve de bravoure, même si la bravoure dans nos traditions et la bravoure maintenant, à cause du modernisme, en fait, ne se définit plus de la même manière. Et c'est quelque chose qui se définit personnellement aussi, je pense. Parce que même quand tu parlais d'amour, par exemple, c'est l'amour, comme tu dis, de nos grand-mères, ce qu'elles définissaient comme amour n'est pas de l'amour comme nous, on le voit aujourd'hui, en fait. J'ai envie de dire, nous, les jeunes. Et donc, par exemple, même dans l'islam, les trois piliers du mariage, l'amour ne se trouve pas dans les trois piliers du mariage. Ce sont des états d'être d'abord. Donc, c'est la compassion, la paix, la tranquillité avant de parler d'amour. L'amour vient en quatrième, je pense, ou quelque chose comme ça. Bref, donc j'aimerais vraiment, en fait, que, oui, on touche cet aspect moderne, en fait, de la préparation au mariage. Deux personnes qui se rencontrent, en fait, comment est-ce qu'elles devraient se préparer pour savoir que bon, on est fait pour se marier l'un l'autre ou, en fait, le mieux, c'est que chacun prenne son chemin pour éviter des casques Exactement. devant, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, peut-être aussi que il faut remarquer, de faire remarquer que avec la venue de la période d'esclavage et de la période de colonisation, notre culture du mariage ou notre perception du mariage a été fortement perturbée, a été fortement modifiée. Euh, En Afrique, le mariage coutumier était le véritable mariage, en fait. Il n'y avait pas à aller devant, entre guillemets, les autorités, d'autres autorités. Le mariage était sacré du fait que, par exemple, l'autorité spirituelle du village ou le chef du village ou le roi donnait sa bénédiction aux mariés, etc., etc. Les familles donnaient leur bénédiction et ça suffisait pour pour conférer au mariage un caractère sacré. Mais avec la venue de la civilisation djemmé et de la colonisation, eh bien, il y a eu le droit nouveau. OK. Le droit s'est installé, le colon s'est installé, il y a eu désormais des mairies, en guillemets, des départements d'état civil où il fallait tout authentifier, il fallait des documents. D'ailleurs, beaucoup de noms ont connu des transformations Mhm. importantes du fait que le colon a voulu tout écrire. Tout à fait. OK?
on a connu des divisions au niveau donc de la structuration de l'Afrique. Au moment de la grande reine Victoria, comment l'Afrique a été subdivisée, etc., coupée comme un petit gâteau, etc. Donc, du coup, euh, on va voir que même les rites du mariage dans certains pays d'Afrique se ressemblent avec d'autres pays. C'est ça. On se marie au Togo comme on se marie en Côte d'Ivoire, comme on se marie au Bénin, comme on se marie au Ghana. C'est incroyable ça. On se marie au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, à Sikasso, etc. De la même manière qu'on se marie au nord de la Côte d'Ivoire. Exactement pareil. On se marie à l'ouest, à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, exactement comme on se marie au Libéria, par exemple. C'est incroyable cette histoire-là. Le mariage qui se fait presque au nord du Bénin, du Togo, par exemple, dans la zone de Kara, etc. C'est extrêmement le même mariage que dans le sud du Burkina, à l'est du Burkina. C'est incroyable. Donc, on voit bien que le colon, en subdivisant mal l'Afrique, a divisé parfois des familles. Tout à fait. Tu es lot de familles de 10 maisons, on a coupé en deux, 5 maisons sont restées d'une part et 5 maisons sont restées d'autre part. De sorte que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des Yao, au Bénin, il y a des Yao, au Togo, il y a des Yao, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que l'Afrique va être perturbée dans sa culture particulière du mariage par la colonisation et tout ce qui s'ensuit, ce qui va donner finalement l'idée que le mariage est en trois parties. Mm. Alors qu'autrefois, le mariage n'était qu'en une seule partie, un seul bloc. Il était spirituel et traditionnel. C'est ça. Aujourd'hui, le mariage doit être spirituel, donc les communautés auxquelles on appartient, islam, christianisme, etc., le prêtre, le pasteur, l'imam, etc., doit bénir le mariage. Ça va. Les parents doivent recevoir leur dot, comme c'est fait. Mais après tout ça, juste en Côte d'Ivoire, jusqu'en 2023, Mhm. la dot était répréhensible. Mm. C'était interdite. OK. Donc, ça se faisait comme ça, mais c'était puni par la loi. OK. Ce n'est que récemment que la dot a été reconnue comme faisant partie du mariage. Donc, le seul mariage reconnu était le mariage légal, le OK. mariage à la mairie entre un homme et une femme. Même le concubinage n'était pas un statut reconnu par la loi. Donc, aujourd'hui, on dira que pour qu'une personne soit considérée comme mariée, comment le mariage va se faire? D'abord, ça va commencer par la famille, donc avec la dot. Si la dot a été faite, ensuite, on va soit à la mosquée, et ensuite, on se marie légalement. Ou bien, on se marie, on fait la dot, on fait le mariage civil, on va à la mosquée, on va au temple, on va à l'église, etc., pour bénir le mariage. Et c'est fait de telle sorte qu'aujourd'hui, tiens-toi bien, une dot n'est pas reconnue à l'église, par exemple, pour moi qui suis chrétien. Si je fais une dot, OK, mais on ne peut pas bénir votre union parce que vous n'êtes pas encore légalement marié. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et que l'Église catholique, par exemple, ne peut pas bénir un mariage qui n'a pas été célébré par un Également, officier quoi. d'état civil légalement. C'est ça. Tu vois à quel point notre culture du mariage a été impactée. C'est un peu comme si le mariage coutumier n'était pas si important que ça, alors que c'était ça, notre mariage à nous. Donc, le mariage a connu lui aussi son lot de déformations avec, on va dire, l'interculturalité que le colonialisme a apporté, en fait, finalement. Tout à fait. Et en fait, donc, maintenant qu'on a parlé de cette institution du mariage, là, je voudrais vraiment maintenant qu'on parle des deux individus qui veulent se marier, qui veulent cheminer ensemble, comme l'expression ivoirienne très populaire, qui veulent cheminer ensemble. Mhm. Donc, quelles sont en général les erreurs que ces personnes-là commettent dans ce cheminement vers le mariage? Alors, ça, c'est une excellente question. De ma position de coach matrimonial, j'accompagne des couples, etc. Ce que j'entends la plupart du temps, c'est si j'avais su qui tu étais, je ne me serais jamais marié avec toi. Ah Ah, non, tu m'as caché ta vraie nature. Ah non, non. OK, donc ça vient en top un. Les gens ne se connaissent pas.
Mais c'est vrai qu'on finira jamais de connaître une personne, mais on peut en savoir l'essentiel quand on prend quand même un peu de temps pour connaître cette personne. Quand on n'est pas pressé, en fait, d'arriver au mariage, quand on n'est pas dans la précipitation. Mhm. Pour ma part, je pense que les gens manquent énormément une première étape qui est l'amitié. Peu Mhm. de couples ont d'abord été des amis avant d'être des amants, puis des amoureux. Mhm. Tu vois, l'ordre dans lequel je place ça, Mhm. ami, amant, amoureux. Mhm. Ça ne doit pas venir avant. Mhm. Si l'amour vient avant l'amitié, Mhm. l'amour fait que l'amitié devient trop sérieuse. Je n'ai pas envie de dire des choses pour, tu vois, parce que quand il y a de l'amour, il y a trop de précautions, il y a trop de soins. On ne veut pas le déranger, on ne veut pas le blesser, il ne faut pas que je dise ceci, et puis il va penser que ça. Alors que quand on est des amis, on est des potes, on se dit les Mhm. choses. C'est ça. Et ça manque énormément. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mariés ont leurs meilleurs amis en dehors de leur couple. Beaucoup de femmes ont leurs meilleurs amis en dehors de leur couple. Mhm. En vérité, ce type d'attitude-là entraîne parfois de la fragilité et des fissures. Mhm. Ça donne une porte ouverte à certaines situations que je nommerai pas au cours de ce podcast. Mhm. C'est de la fragilité. Mhm. Donc, l'une des premières choses que je recommanderais à un jeune couple ou à des fiancés, soyez d'abord des amis. Être des amis veut dire quoi? Mhm. Dans le mot ami, il y a le mot âme, Mhm. l'âme. Mhm. Donc, on apprend à connecter nos âmes. Mhm. On est des âmes sœurs d'abord, avant toute chose. C'est ça, en fait, la notion d'âme sœur. C'est de l'amitié d'abord, purement. Et dans l'amitié, tu vois, il y a pas une recherche d'intérêt. Je suis ami à toi parce que j'aime ta personne, j'aime qui tu es, pas ce que tu as à me donner. Et tu vois, l'expression copain, ça vient de l'amitié en fait. Parce que Mhm. le copain, eh bien, c'est celui avec qui je partage mon pain. C'est ça en fait, celui avec qui je partage mon pain. Mais quand on le traduit même en anglais, pain, c'est celui avec qui je partage ma peine, Mhm. 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 ok? Ma Oui. douleur, Oui. ma souffrance. Donc, j'ai appris en fait à faire attention à quand cette personne ne va pas bien. Je sais Mhm. qu'elle ne va pas bien. Et elle peut librement, sans jugement, venir vers moi et m'expliquer ce qui ne va pas. Donc, on a appris à faire ça. Mhm. Mais combien de couples ont appris à faire ça? On apprend à le faire à l'intérieur du mariage. Du Oui. coup, tu sais même pas que ce gars-là, il n'aime pas qu'on lui parle 30 minutes. Au bout de la 35e minute, ah, t'as fini? Ah, moi, je suis fatigué. Mais parce que tu n'as pas appris à le connaître. Mais tu sais pas, en fait. Tu sais même pas, en fait, c'est quoi, c'est qui le gars. Mhm. Cette première étape, pour ma part, est extrêmement importante parce que de là découle, en fait, le fait de. Moi, je suis d'accord avec cette idée-là Mhm. que cette question de mon meilleur ami, ma meilleure amie, en dehors de ton mari, de ta femme, j'y crois pas. Je veux même pas croire à ça. Mais de deux sexes différents ou bien du même sexe même? Non, de deux sexes différents, Ok, ok, finalement. ok. Oui, ok, De deux d'accord, sexes d'accord. différents. Oui, Tu vois oui, ce oui, que je ok, veux dire? ok, ok. Oui, oui. J'ai une femme qui dit mon meilleur ami, mon CP, c'est. Eh. Hey, non, 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 non. Et du genre, on peut dormir ensemble, il ne se passera rien. Ah bon? Non. Et on peut même se laver ensemble. Oui, ça existe. Qui se lavent ensemble, qui prennent la douche, machin. Elle est dans son petit machin. Elle va prendre tes trucs. C'est son ami, en fait. Il ne peut pas penser à ça. OK, d'accord. Donc, Jean, parce que c'est ton ami, ça désactive toutes les options, quoi, ou bien toutes les fonctions. OK, d'accord. Moi, j'y crois pas. Parce que Mhm. soit il y a l'un d'entre vous deux qui n'a pas encore eu le courage C'est ça. d'avouer parce qu'il ne veut pas gâcher quelque chose. Donc, Mhm. il se retient parce qu'il n'est pas suffisamment sûr que l'autre est au même niveau, en fait. Tout à fait. C'est juste ça. Donc, C'est il ça. faut arrêter avec cette histoire de mon meilleur ami qui est une femme, ma meilleure amie, pardon, qui est une femme, ou mon meilleur ami qui est un homme. Donc, Mhm. puis les fiancés, là, ou bien les cheminants ont passé cette étape, c'est là où on a appris de la personne. Mhm. Parce qu'on a causé de tout, tu vois, on ne protégeait pas quelque chose. C'est ça. Parce que si je sais que si je te dis tel truc, tu vois, ça va peut-être me défavoriser d'une certaine manière parce que tu m'as déjà dit, si un gars a déjà connu deux go, c'est plus la peine, nanana. Eh. Entends-moi, cinq go. C'est fini, je ne te parle plus de ça.
si je te parle de ça, ça met mon dossier en difficulté, en souffrance, tu vois. Donc, il y a cette espèce de mensonge pour protéger, etc. Parce qu'on veut tellement de la personne, on C'est ça, cache plein de choses. c'est ça. Et une fois qu'on se retrouve dans le mariage, on est surpris. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour moi, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Les Mhm. fiançailles, c'est quoi? Le mot fiançailles vient du mot promesse. Mhm. D'ailleurs, la fiancée veut dire ma promise. Mhm. Donc, on doit pouvoir le noter dans ce podcast. Quand je dis mon fiancé, c'est mon promis. C'est-à-dire Mhm. que je lui ai donné ma parole que Exact. personne d'autre ne viendra me prendre si ce Dans n'est tes pas lui. bras. Mhm. Personne d'autre ne pourra le faire. C'est ça. C'est pour ça que la bague de fiançailles est surmontée en fait par du diamant qui brille, de Mhm. sorte que de loin, tout le monde sache que celle-là, c'est un red flight. C'est ça. C'est déjà réservé. Mhm. C'est un peu comme le mot à compte dans Mhm. une boutique ou dans un magasin. Le même mot est traduit par les arts, Mhm. verser des arts. Mhm. Donc, en fait, quand tu fais des fiançailles, c'est un peu comme un acompte. Mais un Ouais. acompte de quoi? De ce que vous allez faire plus tard. Mhm. De sorte que dans certaines traditions, dans certaines cultures, même les fiançailles ne donnaient pas accès à la nudité de la femme. Mm. On restait amis. Normalement, ouais. Ensuite, on était des fiancés, donc des amants. Et les amants, en fait, ils pouvaient passer à un niveau supérieur. Par C'est exemple, ça. s'écrire des lettres d'amour, tu vois, faire les choses. Elle vient à la maison, chez vous, les parents la connaissent, on sait que c'est ta femme. Mhm. Mais vous n'avez pas encore consommé. Parce que le Mhm. mariage devait être consommé au terme des festivités de noces. C'est ça. Puisque j'ai parlé tout à l'heure dans mon propos de la preuve de la virginité. C'est ça. Donc, c'est clair que cette virginité ne devait pas être perdue d'avance. Avant les noces. Exact. D'ailleurs, autrefois, pour que le fiancé voie sa fiancée, il fallait qu'elle soit accompagnée Mhm. de ses sœurs, de ses tantes, etc., pour Exact. s'assurer que rien ne se passe. Exact. Quand ils finissaient de se voir, de se parler, de s'étreindre et tout ça, elle retournait avec sa famille. C'était pareil. On avait dans certaines cultures aussi les amis du marié. C'était eux, en fait, qui venaient, qui allaient, voilà. Et dans certaines cultures, par exemple, la mariée était volée. Oui. On devait la voler pendant la nuit parce que Exact. sinon, on ne pouvait pas la prendre, en fait. Exact. Pour montrer à quel point c'était scellé, à Ah. quel point c'était quadrillé. Il fallait tout faire pour organiser, en fait, un enlèvement. Mhm. Et le lendemain, on revenait plaider et tout ça, demander pardon et tout. Et la famille allait donner des conditions. C'était trop beau de se marier C'est en ça. Afrique. C'était trop beau de se marier en Afrique. Mhm. Et donc, après la phase des fiançailles, venait maintenant la phase du mariage coutumier. Donc, tu vois, c'était ces étapes-là. Sauf que maintenant, aujourd'hui, je recommanderais amitié, fiançailles, dot, mariage civil. D'accord. Puis, bénédiction, mosquée ou église. Voilà OK. les étapes que je recommande. Et les étapes, OK. Et donc, deux personnes qui... Parce que tout à l'heure, tu as parlé de bien se connaître. Et Mhm. il y a quelques semaines, j'ai écouté un comédien. En fait, il est pakistanais. Oui, ouais, pakistanais. Et en fait, ils ont à peu près les mêmes coutumes que nous, en fait, où c'est le mariage arrangé, en fait. Mhm. Les mêmes coutumes. Oui, nous, à l'ancien temps, parce que je ne sais pas si, je ne connais pas personnellement d'Africains où c'est le mariage arrangé, mais chez les Indiens, chez les Pakistanais, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Mhm. Donc, lui, en fait, il disait, par exemple, il expliquait le comédien qui parlait avec ses amis américains et il leur disait, non, il va se marier. Et donc, les gens disaient, ah oui, mais c'est ta copine, on t'a jamais vu avec quelqu'un, tout, tout, tout. Il dit, non, c'est mariage arrangé. Et puis, donc, la question qu'on lui pose, c'est comment toi tu fais pour te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas? Et puis lui, Mhm. comment il leur a répondu, c'est en disant, mais comment toi tu fais pour te marier avec quelqu'un que tu connais? Parce que, qui sous-entend qu'en fait, le mariage, en fait, c'est fait pour se connaître, en fait. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, et je sais qu'en fait, il y a c'est différentes visions. Moi, par exemple, pour moi, dire je veux me marier à quelqu'un que je ne connais pas, ça va être difficile, hein, je veux dire. Mais je connais des gens qui le font. Tu sais, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, l'émission, il y a une émission qui passe ici, qui s'appelle Married at First Sight. Ça veut dire, ben, c'est comme un mariage arrangé, quoi. Vous allez remplir un questionnaire, vous donnez vos critères et puis un psychologue vous match, quoi. Enfin, psychologue, en tout cas, il y a une équipe de ces psychologues, comment on dit ça?
matchmaker, tout ça là, et en fonction de vos réponses, on vous match en fait pour dire non, vous êtes compatibles, donc vous devez vous marier, quoi. Donc c'est dans le mariage que vous développez votre relation. Donc j'aimerais en fait qu'on parle aussi de cet aspect-là, si Très possible. bien. Alors oui, comme j'ai dit, que le mariage est lié en fait au contexte Mm, culturel auquel on appartient. c'est ça. Je l'ai montré que dans certaines cultures africaines, les mariés ne se voyaient pas. Ils Tout se à fait. découvraient que le jour, en fait, du mariage. Et Exact. c'est de là que provient, en fait, les usages du voile, Exact. puisque c'est ce jour-là qu'ils découvraient pour la première fois. Et comme on dit là, ce que tu découvres, tu prends. Oui, Mais la grande différence, c'est que on savait de quelle famille elle venait, c'est on ça. savait quelle éducation elle avait, on Exact. savait quelle, voilà, on avait un certain nombre de critères qu'on Exact. sait venir de cette famille. On sait que les femmes de cette famille-là, elles sont belles, elles sont élancées, elles sont gracieuses. Enfin, on sait. Après, on ne connaît pas le visage, mais on n'a pas besoin du visage. On a besoin des qualités, des valeurs. On a besoin, tu vois, d'un certain nombre de caractères. Et donc, on se mariait beaucoup plus au caractère. Exact. On se mariait beaucoup plus à la famille et aux usages Mhm. qu'à la personne, en fait. Mhm. On sait que de toutes les manières, c'est quelqu'un de bien, non? Tu vas forcément finir par aimer cette personne. Elle Exact. a été éduquée pour être aimante. Elle a Exact. été éduquée pour être aux petits soins. On lui a appris, en fait. Mm, 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 mm. En Afrique traditionnelle, on apprenait l'art d'épouser un homme, l'art Exact. de vivre en couple, l'art de s'occuper d'un homme. Et ce n'est pas à toi, une Sénégalaise, que j'apprendrai ça. Ça fait partie de l'éducation. Mhm. Vous voyez, c'est comme si la femme, euh, de façon, Mm, son mm. essence véritable, c'était sa capacité à s'occuper d'un homme. Tout à fait. Vois-tu, par exemple, en Afrique centrale, comme au Congo, Congo-Kinshasa, les femmes, elles sont éduquées pour appeler leur mari papa. Elles Mhm. appellent leur papa, elles n'appellent jamais leur homme autrement que papa. Tous les hommes, c'est papa. Mhm. Ce que je veux dire, donc ça montre même que le rapport qu'elle a avec lui, c'est un rapport respectueux, courtois. Ce que je ne peux pas dire à mon père, je ne peux pas le dire à mon homme. Oui, tout à fait. Tu vois, dans certaines parties de l'Afrique, euh, mais l'homme, il a une place où il s'assoit. La femme ne s'assoit jamais là-bas. Elle ne mange même pas à côté de son homme. Elle est juste là pour servir, pour, voilà, pour désosser. Quand il lève la main, elle sait qu'il doit boire de l'eau. Donc, si ces femmes-là sont éduquées pour être l'épouse parfaite, il n'y a pas à chercher en fait. Mhm. Il faut juste que je choisisse dans quelle famille je veux que mon épouse se trouve. Et généralement, c'était les parents Mhm. qui préparaient cela. Quand ils voient que leur fils est en âge de se marier, alors ils vont aller chercher la femme qu'il lui faut. Parce que eux, ils connaissent leur fils et parce qu'ils savent quelle est la fille qui vient dans sa vie. C'était suffisant. Mais dans le modernisme, ça n'existe plus maintenant. C'est plus quelque chose qui existe. Les gens vont se... Bon, Exactement. j'ai envie de dire aussi, parce que si je prends mon exemple, on nous a envoyé étudier à l'extérieur, j'ai envie de dire. Donc, à quel moment... et je veux dire, et c'est à cet âge-là où on apprend à se connaître, où, genre, vraiment, c'est développé, on apprend à se connaître, on se développe une personnalité. Je veux dire, à quel moment mon père va se lever pour aller me chercher quelqu'un pour dire, ah oui, ma fille est comme ça, alors que l'âge où je suis partie, j'ai développé une nouvelle personnalité que toi, mon père, tu ne connais plus. Donc, Mhm. quelque part, je comprends que avec, comme je dis, l'immigration, tout ça, ça a échangé un peu. Même si dans certaines cultures, ça reste, comme chez les Indiens. Mais est-ce que, je veux dire, bon, disons que on vit à l'extérieur, je vis en Occident, et puis que j'ai rencontré tel homme et que on est dans ce cheminement-là, justement, pour se marier. Si je dois reposer ma question, jusqu'à quel point on doit bien se connaître avant de dire, là, on est arrivé au moment où on peut se marier, en fait. Genre, on peut franchir cette étape de... Par exemple, si je prends encore mon exemple, c'est vraiment une question de... on s'est rencontrés, bon, là, on a développé l'amitié dont tu parlais, etc., etc. Bon, la prochaine étape, c'est présenter aux parents, en fait. Quand on a décidé que, bon, là, enfin, on est amis. Parce que même dans l'amitié, bon, parce que tu disais tout à l'heure qu'on ne se ment pas en général en amitié. Mais même en amitié, des fois, tu peux te créer une façade, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se créent des façades en amitié, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à quel Mhm. point tu te dis, ah oui, on se connaît assez bien maintenant, et puis on est passé à cette prochaine étape de dire, on se rapproche de plus en plus de ce Saint Graal-là qui est le mariage. OK. En fait, comme j'ai dit, on ne finira jamais de connaître une personne, mais
dans mon expérience, mes lectures, l'étude des cultures africaines, spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest, j'ai découvert que généralement, un mariage est bâti autour de 4 valeurs. Mhm. La première valeur, c'est la loyauté. Donc, j'ai pas besoin de connaître tout de la personne, mais je dois être sûr que je suis avec quelqu'un de loyal. Good. Il va pas me mentir à tout bout de champ. Quand il respire, c'est tout ce qu'il dit de vrai, en fait. S'il dit Mhm. bonjour, il faut lever la tête et voir s'il fait vraiment jour. Tu vois? La loyauté est une première vertu. Mhm. Deuxième valeur importante, c'est la confiance. Mm. La personne a fait un certain nombre de choses qui me montrent que je peux compter sur lui ou sur elle. C'est ça. La troisième chose importante, c'est la fidélité. Mais pas la fidélité dans le sens de va pas me tromper, va pas me tromper. Non, c'est quelqu'un sur qui on peut compter en fait. Mais c'est différent de la confiance. Ouais, ouais. Dans la fidélité, c'est quelqu'un qui va pas changer sa façon d'être. C'est ça. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est... Non, non, non. C'est C'est pas... ça. On peut pas se fier à lui en fait, finalement. Tout à fait. Troisième élément fondamental. Et puis, quatrième élément fondamental, c'est l'aspect de protection. Pour l'homme, il doit être un protecteur. Il doit être un pourvoyeur. Il doit être présent, en fait. Il doit être quelqu'un, tu vois, qui me met sécure. C'est ça. Maintenant, la quatrième étape, pour la femme, c'est différent. Pour l'homme, il recherche en fait une femme qui est aux petits soins. Sur cette Mhm. quatrième dimension-là, elle serait aux petits soins. C'est vrai, je veux une femme loyale, une femme fidèle, une femme en qui j'ai confiance, mais quatrième niveau, je veux une femme, tu vois, qui est shooted, tu vois, je peux, Eh, et je recherche à ce quatrième niveau-là une femme qui est éduquée, tu vois, qui est bien éduquée, qui est polie, qui est respectueuse, tu vois, qui est courtoise. Ça compte énormément pour les hommes, hein. Oui, dans l'intimité, on peut se rigoler, t'es bête, t'es bête, t'es bête, mais mm. tu vois, Oui, oui. Mm. c'est important pour un homme de savoir qu'il a une femme intelligente. C'est important aussi pour la reproduction. Parce qu'une femme idiote va me mettre au monde des idiots. Et je n'en veux pas. Et la plupart du temps, on dit non, je veux une femme intelligente, une femme studieuse, une femme ceci. Inconsciemment, c'est pas que c'est une loi de sélection naturelle. C'est Ouais. la sélection. Même la femme, elle ne choisit pas n'importe quel homme pour se reproduire avec lui. Et ça, il faut peut-être aller lire les livres sur la reproduction des espèces. C'est la femme qui choisit l'homme, en fait. On fait notre bavardage, là, mais on ne sait pas qu'en fait, on a été choisi. Ah! C'est elle qui a décidé que c'est toi qui vas prendre. C'est vrai. Tu n'as rien fait d'extraordinaire, mon ami. Et ça, c'est Vraiment. important que tu le saches, en fait. Parce qu'elle a vu qu'il peut être un bon père, il peut Mhm. être un bon... Voilà, elle a sélectionné tout ça. Voyeur. Les femmes le ressentent. Mm. Tu vois, elles le ressentent à ce moment-là. Elles vont laisser le gars qui a les milliards pour aller avec le gars qui n'a pas. Parce qu'en fait, c'est pas les milliards qu'elle recherche, c'est un père qui est capable de se dupliquer en elle. Elle va Ah. pas prendre n'importe quelle sémence en elle. Mm. Non, Mm. la femme va pas prendre un poltron pour se reproduire avec lui, avec Mm. elle. Non, 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 non. Tu vois, c'est pour ça que généralement, les gens disent les femmes, elles aiment les bad boys, les femmes, elles Mm. aiment finalement. Mais en fait, c'est pas le bad boy, c'est quelqu'un qui la rassure. C'est ça. Et elle, avec lui, là, le monde entier peut s'écrouler. Elle sait que son histoire, même si c'est un menteur, tu Mhm. vois, Mm. même s'il est en train de mentir, mais elles sont fous, en fait. Et c'est ce que la dame a dit, non? Je veux que tu me mentes Eh. dans la chanson. Donc, voici 4 éléments essentiels. Et tu vois, ces 4 éléments, on n'a pas besoin de faire 10 ans avec quelqu'un. Non, effectivement. Ces éléments-là, on peut les avoir au feeling. Exact. Des personnes intuitives qui, en une causerie de 30 minutes, savent que lui, là, je vais pas aller loin avec lui. Oui. Donc, mon ami, tu peux faire tout ton bavardage, tu peux continuer à inviter pour un loco poisson, tu peux continuer à inviter, elle va manger, mais ça va pas aller quelque On va pas part. aller quelque Parce part. qu'elle a déjà perçu qui Mm. tu es, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour Oh. ça que, Mhm. personnellement, je me dis, dans notre génération ou dans la génération actuelle, on ne devrait pas juger trop vite de dire, ah, avant, les gens se mariaient mieux que nous. Non, on a d'autres moyens de discerner, on a d'autres moyens de tipser, en fait, finalement, les personnes avec lesquelles on se trouve. Tu Exact. vois? On a une intuition qui est plus vive que nos parents. Effectivement. Avant, c'était beaucoup plus l'expérience. Nous, c'est l'intuition. On est dans l'intuition, on est dans la connexion. Tu vois, des fois, tu es connecté au gars d'une manière où tu comprends même pas, en fait. Qu'est-ce qui se Mm. passe? Mm. Mais après, on va revenir à ces 4 éléments-là. Il est loyal, il a Mhm. montré des preuves de loyauté, il a Mm. montré des preuves de confiance, tu vois, il a montré des... Qu'est-ce qui fait que ton gars, il te laisse avec quelqu'un et puis va se promener, il dit, bon, je reviens 2 heures après? Parce qu'il a confiance en toi.
Il connaît ta loyauté. Il n'a pas besoin de te surveiller chaque 2 secondes. C'est pour ça que je dis souvent en digression que si vraiment tu es marié à quelqu'un qui t'empêche de dormir la nuit parce qu'il faut que tu ailles fouiller dans son téléphone, ma Un copine, problème. tu n'es pas marié du tout. Non. Tu n'es pas marié du tout. Ça veut dire qu'il ne t'a pas donné les preuves de sa loyauté, de sa fidélité, de sa confiance. Après, tu es resté peut-être focus sur l'aspect pourvoyeur, protecteur, etc., etc. Mais tu as compris en fait que ce n'était pas suffisant. Ouais. Parce qu'il t'a mis dans la grande maison, tu as la grosse voiture, tu as le gros compte en banque, tout ça, mais tu n'es pas tranquille en fait. Mhm. Donc voici quelques éléments de valeur avec lesquels on peut compter aujourd'hui. Se Mhm. dire, est-ce qu'on a besoin de faire 30 ans avec quelqu'un pour savoir que la personne est loyale? Non, pas forcément. Mais bon, j'ai envie de dire, pour l'intuition, je suis complètement d'accord avec toi. Quoique, j'ai envie de dire, notre génération, le téléphone brouille un peu les ondes, quoi. Et puis, Mhm. j'ai envie de dire Instagram, Facebook, les fake life des gens brouillent un peu ces ondes-là parce que en fait, parce que des fois, tu prends la photo de quelqu'un qui met une photo, belle photo avec son amoureux, bien la personne avec qui il est en train de jouer, mais même son mari, qui te vend une image parfaite que tu colles dans ta tête et puis ça brouille tes ondes de quand ton intuition vient et au moment où tu es en train de parler avec la personne à qui tu es en train de parler pour aller vers le mariage. Mais bon, ça, c'est un autre sujet auquel on va venir. J'aimerais parler, parce que, bon, comme on parle vraiment de mariage dans le contexte ouest-africain, et je connais justement quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, euh, parlons soumission. Qu'est-ce que la soumission, en fait? Et quel est l'aspect culturel de la soumission dans le mariage? Très bien. Alors déjà, il faut comprendre que le concept de soumission est un concept qui est très africain. Mm. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, le contexte de le mot soumission, en fait, lui-même est très africain. Et il est beaucoup, beaucoup lié au rapport que l'Africain entretient avec ses parents. Mhm. D'une part, avec la chefferie, la royauté, l'organisation sociale, d'autre part. L'organisation sociale africaine était tellement bien hiérarchisée que, par exemple, le roi avait des sujets. Point barre. Il y Mhm. avait le roi et ses sujets. Mhm. Et les sujets devaient quoi? Obéissance à leur roi. Exact. De sorte que lorsque une personne épousait une femme, par exemple, l'homme devenait un peu comme, en guillemets, le roi de cette femme qui, dans l'organisation sociale, devenait aussi cette personne après le roi à qui on devait aussi donner cette considération, donner ce respect. Mhm. Donc, le mot soumission en lui-même voulait tout simplement dire accepter de se mettre sous la couverture ou sous la diligence d'une personne en qui on a confiance, Mhm. une personne dont on connaît la loyauté, Tout à une fait. personne dont on connaît la fidélité, tout comme le roi assure la sécurité de son peuple, tout comme le roi assure la sécurité du royaume, il pourvoit à la nourriture, il crée une atmosphère paisible, etc. Pourquoi on ne se soumettrait pas en fait à notre roi? Pourquoi on ne se soumettrait pas? Donc, cette notion est purement africaine d'abord. Plus tard, dans la notion de mariage, puisque j'ai expliqué que le mariage va créer la famille et que Mhm. la famille, c'est la cellule de base de la société. Donc, ça veut dire que la société est construite sur le modèle de la famille. Exact. Si on est d'accord avec ça, ça veut dire que pour qu'une société fonctionne, il faut un chef qui donne des ordres, qui donne une orientation, qui donne une directive, et puis des personnes pour l'aider à exécuter sa tâche. Exact. Pas poursuivre. Pas poursuivre bêtement. Pour Exactement. aider. Ce qui a Mhm. dévoyé le concept de soumission, c'est la notion que les esclavagistes en ont fait. Exact. C'est la déviation que les colonialistes en ont fait. Mhm. À un moment donné, se soumettre a pris une connotation de devenir euh, Une aliéné. serpillière. C'était une sorte d'aliénation. Tu Ça. n'as pas droit à la parole. On te dit, tu fais point. Mhm. Ça, ce n'est pas la soumission. Ça, c'est la subordination. C'est deux concepts différents. Tu vois? Donc, si on est dans le contexte du mariage, être soumis à mon mari veut dire
la même chose que quand je soumets un dossier à une entreprise. C'est la qualité du dossier qui fait que celui qui en reçoit, n'est-ce pas, la copie, va le traiter avec diligence et fait un retour. D'ailleurs, on dit missionner. Hein? Je te soumets mon dossier, je te soumets ceci. C'est la même expression, n'est-ce pas? Donc, quand une femme entre dans la vie d'un homme, en fait, elle se met sous la conduite, la direction de cet homme. Pourquoi? Eh bien, parce que ce dernier lui a proposé un projet. Normalement, quand un homme te drague, il te propose un projet, il te propose une vision, il te propose en fait un deal. Il te dit, si tu es d'accord avec ça, tu me rejoins et ensemble, on le réalise. Donc, c'est une invitation. Tu ne peux pas venir à l'invitation de quelqu'un et changer le menu. D'une certaine façon, je pense que la personne a tenu compte de ce que tu aimes ou pas pour concocter le menu. Normalement. Donc, tu vois, on donne aussi parfois au mot soumission une dimension de je ne veux pas en fait donner à l'autre la place qui lui revient. Je veux, à la limite, tu vois, raboter, croquer dans l'espace qui lui appartient et vouloir en fait une chose et son contraire. Parce que, prenons un exemple simple. Quand on dit, OK, soumets-toi et tais-toi. La c'est celle qui dit rien, son mari sort comme il veut, etc., etc. OK. Mais est-ce que vous réalisez que si c'est ça la soumission, l'homme lui-même, il est en danger? Parce que si la femme ne dit rien, mon ami, tu ne sais pas aussi ce qu'elle fait. Mon ami, tu ne sais pas dans quoi tu es. Mon ami, est-ce que tu es sûr que même les deux enfants qui sont nés là, ils t'appartiennent? Elle est soumise, hein? Elle est soumise comme tu veux. Oui. Mais mon ami, est-ce que tu sais ce qui se trouve dans la nourriture que tu es en train de manger, monsieur le patron? Est-ce que tu sais quand tu dors ce qui peut t'arriver? Donc, arrêtons. Arrêtons à un moment donné de croire que on va façonner la femme et puis lui donner une image de quelqu'un qui n'a rien dans sa tête et donc qui ne sait rien faire. Non. Pour moi, la soumission, dans la première image, c'est un peu comme un vol aérien. Donc, c'est un avion. Il y a un pilote, il y a son copilote. Le pilote est le commandant de bord, mais il ne peut pas réussir le vol sans son copilote. Le copilote va donner des informations de vol. Et c'est en écoutant attentivement, avec respect, ce que le copilote lui donne comme information qui réussit à orienter ou à désorienter l'avion. Il peut avoir la bonne altitude et éviter, par exemple, un cumulus sur un nuage ou même une zone de turbulence parce qu'il aura écouté, en fait. Donc, je pense que les deux ont la même formation, pratiquement. Et qu'en cas de difficulté, le copilote peut absolument conduire l'avion jusqu'à le poser. Donc, c'est le problème. Moi, je suis de culture chrétienne, judéo-chrétienne. Et je sais une chose, c'est qu'il est dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Je lui ferai une aide semblable à lui. J'ai étudié un peu l'hébreu et je sais que le mot aide est traduit en hébreu par etzer. Etzer, etzer, ça veut dire la pierre de secours, c'est-à-dire ce sur quoi on s'appuie. C'est la même expression qu'on trouve dans la canne sur laquelle le vieillard s'appuie. C'est la même expression qu'on retrouve dans le dossier, tu vois. Je suis dans un fauteuil, il y a un dossier, donc je peux appuyer. C'est la même expression qu'on trouve dans un support. Hein, tu as un support pour moi, tu me supportes. Tu vois, le support que tu vas utiliser même pour poser un ordinateur ou pour poser un climatiseur, quelque chose de lourd. Mais ce support-là doit avoir une capacité de résistance pour ne pas plier au moment de supporter. Question. Si Dieu dit, je te ferai un support semblable à toi, est-ce que tu penses que ce support peut être inférieur à toi? Non. C'est vrai que ça se place sous toi, mais sa capacité de charge et de résistance est parfois même plus élevée, parfois plus élevée. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Parce que en lisant une revue sur la grossesse, les douleurs de la grossesse, tu sais à quoi on les compare? Douleur de l'enfantement. Douleur de l'enfantement. Est-ce que tu sais à quoi on les compare souvent? Non, dis-moi.
Les douleurs de l'enfantement sont parfois comparées à des fractures des os. Mhm. On compare généralement les douleurs de l'enfantement. Je Mhm. vais essayer de trouver le document et te le dire concrètement. Mhm. Et fractures des os. C'est à peu près comparé à 25 os du corps qui sont brisés au même instant. C'est-à-dire qu'on prend ta main, on brise, on prend l'autre main, on brise, on prend ton coude, on brise. 25 fractures Mhm. correspondent aux douleurs de l'enfantement. Et on le mesure en fait en unité de douleur. Mhm. Il y a une unité de mesure de la douleur. Et pour atteindre en fait comment je vais dire ça? Pour atteindre le niveau de la douleur qu'une femme peut ressentir quand elle fait un accouchement par voie basse, Mhm. est égal à 25 fractures. Mhm. Dans nous, On peut pas être pareil. une aiguille seulement nous pique. Un petit palu, on commence à faire le testament. Tu sais, je pense que je vais partir. Soyons sérieux. Ah oui, c'est vrai. Il y en a, les vont commencer à tousser pour dire, oh, c'est la fin, venez me chercher. Tu Non, mais... vois, et beaucoup de personnes, en fait, sous-estiment la force que la femme peut représenter. Tu sais pourquoi? Parce que simplement, Dieu a caché cette boule de puissance dans un corps fragile, dans un corps qui paraît fragile. C'est C'est ça. tout. La douceur de la femme la laisse apparaître comme un être, en fait, faible. Mhm. Alors, On alors nous que appelle non. le sexe faible, d'ailleurs. Donc, non, 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 il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter parce que ce qu'une femme est capable de supporter, je ne crois même pas qu'un homme soit capable de le supporter je sais pas moi, au millimètre près. Rien qu'à voir comment, quand nous on fait une fracture au pied, comment toute la maison est alertée. Il y a des douleurs que la femme supporte, comme la douleur, par exemple, des règles douloureuses. J'allais en parler. Mhm. Cette douleur-là, certains ont fait l'expérience Oui, avec un appareil, il y a un appareil qui avec les mimique. contractions, Exactement. ils ne supportaient pas. C'est ça. Mais en plus, c'était même pas le... Parce que ça mimique, mais ils disent en fait que ça ne représente pas complètement les douleurs des règles douloureuses. Et justement, je regardais le documentaire. Il y en a, on posait à peine, ils criaient. Genre, il y en a qui se sont évanouis. Juste, il y en a, on lui a posé le truc à peine. On lui a mis l'intensité la moins forte. Il s'est évanoui, en fait. Donc, Tout simplement. c'est vrai. Tout, tout simplement. Donc, pour te dire que, En tout cas, pour te dire que très souvent, en fait, on est dans la méprise. On est oui, dans la méprise. On estime que, euh, mais on est dans une société phallocratique. Il faut pas l'oublier. Une malheureusement. société qui a été pendant longtemps, je le Mhm. disais même hier encore, j'étais à une conférence de femmes, je disais que les droits des femmes ont été reconnus qu'en 1975. Hein? Mais même pas longtemps, Non, 1975. Ça veut dire c'est que la hier, là. Côte d'Ivoire a été indépendante avant que les femmes ne le soient. La Exact. conférence de Mexico de 1995 a consacré véritablement ces droits-là qui étaient en train d'être défendus. Donc, il n'y a pas longtemps. C'est Il y a ça. vraiment pas longtemps. Ce qui fait que malheureusement, des notions comme la soumission ont été confondues avec la subordination, l'esclavage de la femme, Exact. la place de la femme, c'est à la cuisine, etc. Des expressions comme ça. Et donc, du coup, pour ne pas laisser l'occasion à la femme de s'émanciper, de s'épanouir et d'être une vraie aide pour son homme, eh bien, on va la déscolariser. À l'école, par exemple, on le voit encore jusqu'à présent, le fait que les jeunes filles ne soient pas beaucoup scolarisées. On préfère les retirer de la salle de classe, aller les marier parce que ça ramène de l'argent, parce qu'il y a une Exact. dimension économique dans la dot. On Exact. préfère les utiliser pour les tâches ménagères, etc., et de laisser le petit garçon évoluer. Mais c'est ce petit garçon qui va devenir l'époux de cette femme qui n'est pas Ouais. là à l'école. Et il va estimer que parce qu'elle n'a pas de niveau, il faut qu'il aille trouver la femme qui a un bon niveau. Vous voyez, il y a comme une sorte d'imbroglio qui n'a pas de sens, en fait, Exact. dans cette histoire du monde-là. On Exact. va dire, OK, on épouse une femme, il faut qu'elle se soumette, il ne faut pas qu'elle travaille, il ne faut pas qu'elle fasse ci, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Si c'est son choix, right, aucun problème. Mais tu ne peux pas dire, moi, je t'épouse, je ne veux pas que tu travailles, tu dois rester à la maison pour t'occuper de mes enfants. Mais C'est et ça. ses parents qui l'ont mis à l'école? Mon ami, est-ce que tu as pensé à ça? Et ses parents t'ont payé ses diplômes? Et ses parents t'ont payé son cursus? Est-ce que tu penses à ça aussi? Mhm.
Que, en fait, devenir une femme ne veut pas dire, devenir ton épouse ne veut pas dire qu'elle n'est plus une femme. C'est Parce ça. que la femme a trois dimensions. Elle est épouse, c'est vrai, mais elle est femme avant tout. Exact. Et en tant que femme, elle doit pouvoir s'assumer. Elle doit pouvoir trouver sa valeur ajoutée. Mais si elle ne trouve pas sa valeur ajoutée, comment tu veux qu'elle soit épanouie? Après, tu dis, mais tu as tout, et puis tu n'es pas heureuse. Mais qu'est-ce que tu appelles tout? Vraiment. Et cet épanouissement-là, en fait, et c'est en fait, ce qui est même grave dedans, c'est que cet épanouissement-là lui est forcément bénéfique. Cet épanouissement-là va faire qu'elle va plus s'investir, en fait, et plus, et ça va être bénéfique enfin, sur tous les plans, en fait. Donc vraiment, en tout cas, on pourra en parler des heures de la soumission. Donc Je voilà. suis complètement d'accord avec toi et vraiment, c'est quelque chose Et que moi, vraiment, pour conclure sur la soumission, je me dis, une femme qui est aimée, qui vit avec un homme loyal, Mhm, fidèle, mhm, aimant, mhm. un homme qui est pourvoyeur, qui est protecteur, pourquoi elle ne se soumettrait pas, en fait? Vraiment, Elle ne se naturellement. soumet pas simplement parce qu'elle manque d'éducation. C'est tout. C'est Elle ne ça. se soumettrait pas parce qu'elle a un vrai problème avec elle-même. Mais sinon, pourquoi elle ne le ferait pas? Tu vois? Donc, pour ma part, on recherche des femmes soumises, mais on ne fait rien aussi qui rencontre cette soumission-là. Exact. Voilà, J'entends. s'il y a rien qui rencontre cette soumission en face, après, ça devient difficile. Il est dit, femmes, soyez soumises, mais mari, aimez vos femmes. Mais aimer veut dire quoi? Aimer veut dire que tu la respectes. Exact. Aimer veut dire que tu la considères. Aimer veut dire que tu la traites comme une reine. Exact. Et quand tu la traites comme la reine qu'elle est, eh bien, elle se soumettra à son roi. Mais si c'est l'esclave, ben, après, c'est qui t'a compté, quoi. Ah là là. En tout cas, écoute, il y a un autre point que j'aimerais qu'on aborde qui, bon, parce que qui est une des causes du divorce, justement, dont, un sujet donc, qu'on va élaborer plus tard. Mais je voulais savoir quelle est la place du sexe dans le mariage. Oh, c'est toute la place, hein. Et- C'est toute la place. Non, mais non, mais non, mais pour te dire vrai, si tu tiens compte de mon développement depuis le début, tu Mhm. verras que j'ai expliqué que l'une des premières fonctions du mariage, c'était la fonction reproductive de C'est l'espèce. ça. Mhm. Et que le mariage était censé protéger cette reproduction de l'espèce. Mais comment Mhm. cette reproduction peut se faire? Que par la copulation. On se regarde dans les yeux. Ah, sauf quand on explique à nos enfants comment les bébés naissent, C'est on ça, leur on se raconte regarde dans les tout, yeux. sauf ce qui se passe vraiment, tu vois. Mhm. Donc, le sexe joue un rôle très important. Eh bien, pour trois raisons. Mhm. La première raison, c'est que la sexualité va générer en fait un certain nombre d'hormones de bien-être Mhm. dans la vie des conjoints. Donc, en fait, tu vois, le rapport sexuel a des fonctions bienfaisantes. Mhm. L'une d'entre elles, par exemple, c'est la longévité. Ah, Oui, le sexe dans le couple va jouer énormément sur la santé cardiovasculaire. Je parle vraiment d'un bon rapport du point de sexuel. vue scientifique, oui, oui. Mhm. Donc, ça vraiment, c'est que je dis là, après, vous allez Google it, vous allez voir. Deuxième chose, c'est que ça va entretenir la santé mentale. Donc, une personne qui a des rapports sexuels aimants, satisfaisants, Ça. fréquents, donc je parle de trois dimensions, aimant, satisfaisant et fréquent. Donc, celui qui me fait l'amour même, Mhm. celui qui me fait l'amour, OK, non seulement il m'aime, mais il me satisfait. Ouais. Et ces rapports-là sont fréquents. Donc, il y a la fréquence aussi des rapports. Donc, ça veut dire que ça se passe une fois chaque 15 ans. Même si c'est satisfaisant et aimant, ça ne pourra pas produire les effets dont je parle. Exact. Donc, j'ai parlé de la santé cardiovasculaire, la santé mentale, mais ça agit aussi sur l'humeur. Il y a des personnes qui souffrent du trouble de l'humeur dans leur couple. On Mhm. parle même de euh, séparation parce qu'il y a incompatibilité d'humeur. Mhm. Le bon rapport sexuel dans le couple, le sexe dans le couple est censé favoriser cela, puisqu'il y a une hormone très importante, l'oxytocine, qui est l'hormone du Mhm. rapport social, Mhm. qui est produite à travers le rapport sexuel. Tu vois, Mhm. le rapport sexuel va jouer aussi un rôle extrêmement important sur la capacité des conjoints à se resserrer, à se rapprocher. Par exemple,
lors de on va dire, d'une, d'un rapport sexuel qui va entre 12 et 15 minutes, mais un rapport sexuel aimant, mais vraiment de bonne qualité, entre 12 et 15 minutes, on va produire chez l'homme ce qu'on appelle la vasopressine, qui va être une hormone qui va créer l'attachement. Généralement, après ce rapport sexuel, on se blottit contre l'autre. En fait, c'est l'hormone qui va permettre de lier le couple dans une logique de longévité. Donc, les couples qui durent longtemps ont une Mhm. bonne qualité de sexualité, une bonne qualité, une bonne santé sexuelle. D'accord. Tu vois, ça, j'ai même pas encore parlé des fonctions reproductives. Oui, oui, oui. Je parle ici de la qualité de la relation. Mhm. Comment ça peut me prolonger ma vie? Ça peut Mhm. me faire vivre longtemps. Mhm. Et puis, certaines études très récentes ont montré que les couples qui vont pratiquer, par exemple, la succion, donc succion mammaire de la femme, peuvent, par exemple, prévenir le cancer du sein, Mhm. par exemple. Mhm. Faut retenir que quand on parle de sexe, c'est pas seulement la pénétration. C'est Oui. un ensemble. La sexualité, c'est un ensemble de comportements qui vont contribuer à créer un épanouissement chez une personne. Donc, quand on parle de sexualité, le sexe peut être oral, etc., etc. Il y a plusieurs dimensions de la sexualité. Mhm. Et puis, la deuxième dimension, c'est la dimension reproductive. Oui. Parce qu'on a beau faire tout ça, on est attaché, tout, 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 mais s'il n'y a pas de bébé, c'est un peu compliqué. On est dans un Mhm. contexte, hein, je parle de l'Afrique dans laquelle on est. On a Mhm. l'Afrique de l'Ouest. Après 2 mois, 3 mois de mariage, la maman passe déjà, ça va ma fille, mets Mhm. ton ventre, voilà. Donc, il y a tout ça. Et La démarche n'oublions n'a pas pas, changé. on a pas changé, etc. Donc, ça peut devenir une pression sociale. Donc, une bonne santé reproductive dans le couple peut être aussi un facteur qui rapproche et qui amplifie l'amour et la longévité du couple. Ça, Mhm. c'est les fonctions reproductives. Et puis, troisième dimension de la sexualité dans le couple, eh bien, sachez que la sexualité dans le couple est gage aussi de fidélité. OK. Hein? On pense que c'est rien comme ça, mais si, ça compte. Normalement. C'est une expression de l'amour. Dans les 5 langages de l'amour, contact Mhm. physique, qui Mhm. n'est pas que le sexe, mais Exact. inclut aussi le sexe. Exact. Donc, c'est une manière d'exprimer l'amour. De Mhm. sorte que si on est en couple et que l'un d'entre nous a ce langage-là, mais n'a pas une sexualité satisfaisante, il ne se sentira jamais aimé. Oui. Tu as beau dire tout ce que tu veux dire, apporter des fleurs, moments de qualité, on voyage, mais la fin, là, c'est quoi? Hein? Tes paroles valorisantes, un moment de qualité, nanani, nanana, soutien, ok. Mhm. Tout ce soutien, ok. La fin, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça joue un rôle extrêmement important dans le couple. D'ailleurs, les trois top problèmes dans le couple, la communication, le Mhm. sexe, c'est les trois Les problèmes trois. Mhm. qui les couples rencontrent. Donc voilà ce que je peux te dire à propos de la La sexualité. sexualité. OK, c'est bon à savoir. Donc, les couples qui nous écoutent, ou les futurs couples qui nous écoutent, sachez travailler sur votre sexualité. Ah, ça, Maintenant, on est passé à travers tout ça. Je veux vraiment savoir, en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on... Ben, ou comment est-ce qu'on définirait un mariage réussi? Mais on a rencontré la personne, on a cheminé, bon, on a parlé, on a développé cet aspect d'amitié, tout, 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 on s'est marié, fait la cérémonie de dot, tout, 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 tout. Maintenant, on est dans le mariage. Comment on sait, comment est-ce qu'on définit un mariage qui est réussi, en fait? Parce que le mariage avec ses problèmes, hein, je veux dire, c'est pas tout en rose. Même dans les meilleurs des mariages, c'est pas tout en rose. Des fois, tu vois la personne, tu dis, mais vraiment, il y a quoi? C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce qu'on... Oui, qu'est-ce qu'un mariage réussi? c'est une question difficile, hein, c'est une colle. Même au cautionnement, Mais, mais- là. mais parce que, mais parce qu'en fait, un mariage réussi Hmm. est l'équivalent aussi d'une vie réussie. C'est un peu comme si je te demandais, c'est quoi une vie réussie? C'est vrai, c'est vrai. Ça va devenir quelque chose de très subjectif. Parce que d'une personne à une autre, la définition ne sera pas la même. Tout à fait. Cependant, les éléments qu'on peut retrouver Mhm. et qui peuvent être communs, c'est d'abord un mariage dans lequel on se sent heureux.
Mhm. On est heureux. On n'est pas triste tout le temps, on n'est pas déçu. C'est un mariage qu'on ne regrette pas. Voilà. Mhm. Première condition, un mariage qu'on ne regrette pas. Si c'est à refaire, je referai encore, encore et encore. Ça, c'est la preuve que ce mariage est réussi. Mhm. Deuxièmement, c'est un mariage, en fait, dans lequel j'ai ma place. Tu Mhm. vois? J'ai pas Mhm. juste une place, hein, mais j'ai Mhm. ma place. Je sens que je suis à ma place. Je me C'est ça. sens valorisé. Je me sens, voilà, je contribue. Mhm. C'est quoi un mariage réussi? C'est un mariage dans lequel j'ai une contribution significative. C'est pas facultatif. Ma présence n'est pas facultative. Mhm. Si je suis remplaçable dans un mariage, mon mariage n'est pas réussi, hein. Tout à fait. S'il y a beaucoup de gens sur le banc de touche, ici. Mhm. Troisièmement, un mariage réussi, c'est un mariage qui ressemble exactement au genre de mariage que j'avais voulu. Oui. C'est-à-dire, dans ce mariage-là, je n'envie pas le mariage de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Le troisième élément que j'observe dans la plupart des discussions que j'ai, c'est-à-dire que ça ne me fait pas envier le mariage de quelqu'un d'autre. Mhm. Je suis heureuse dans ce que je vis là. C'est-à-dire que franchement, pour toi, c'est intéressant, hein, mais tu ne connais pas pour moi, en fait. Tu Ouais, sais pas. mais c'est vrai. Ça, c'est un mariage réussi. Tu vois que jusque-là, ce n'est pas des aspects qui sont factuels. Ça reste subjectif à la personne. Exact. Cependant, le quatrième et dernier point, lui, il est beaucoup plus factuel. OK. OK? C'est un mariage dans lequel il va y avoir beaucoup de disputes, mais jamais de rupture. Mhm. Beaucoup de moments d'épreuve, mais renforcement des liens. C'est un mariage dans lequel il y a très peu de moments de solitude. Très peu de moments de solitude. C'est-à-dire que tu te rappelles pas quand est-ce qu'il y a eu un truc et puis il n'était pas là ou elle n'était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. De mon point de vue, quand j'analyse et j'observe ce que j'entends et j'écoute, vraiment, je te fais une analyse des 20 dernières années, hein, parce que ça fait quand même 20 ans Oui. que j'écoute, que j'accompagne, etc. Voilà ce que je peux mettre en avant comme étant un mariage réussi, tout comme une vie réussie. Parce Mhm. qu'une vie réussie n'est pas forcément la réussite dans la vie. OK. Est-ce que tu vois? Je donne un exemple. Oui. Quelqu'un peut avoir une réussite dans la vie. Il vend la drogue, il a des maisons partout, il a des yachts partout. Sa vie ressemble à une vie réussie, mais au fond, ça, je ne l'envierai pas. Le jour où je saurai d'où vient sa richesse, je ne l'envierai plus. Claire. Cependant, si quelqu'un se donne les moyens, il se bat, il crée une activité qui est tout à fait saine, etc. Son activité est une valeur ajoutée dans la société. Il embauche des gens. Ce gars-là, ce gars-là, il Mhm. inspire par Oui. sa vie. Oui. Peut-être qu'il ne gagne pas beaucoup, mais pour moi, ça, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Et non pas seulement quelqu'un qui a réussi dans la vie. Pareillement, un mariage peut ne pas encore arriver au stade où les mariés ont fait beaucoup de réalisations, ils ont beaucoup de comptes en banque, des biens, de l'immobilier. Mais tu vois, ils sont couchés sur le matelas par terre, ils sont heureux. Même. C'est vrai. Ils n'ont rien à envier à Bill Gates et Melinda Gates. Ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Pour moi, ça, c'est un mariage réussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà ce que je puis te dire sur cet aspect-là. Cet aspect-là. D'accord. Pas de problème. Non, vraiment, enfin, franchement, ça a été une discussion très, très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses, même par rapport à la culture, notre culture africaine et tout, par rapport au mariage et tout. Et par exemple, moi, juste une petite anecdote, quand tu disais au RDC, les femmes sont éduquées à appeler leurs hommes papa. Même chez moi, là, en tout cas, moi, je veux parler de moi, ma mère. Moi, ma mère, quand elle m'entend appeler mon mari par son prénom, c'est tu veux que donner mon mauvais nom à ta belle famille? Ouais. À Genre, quel j'ai point? trop gâté son nom dans ma belle famille, quoi, parce que j'appelle mon mari par son prénom. Elle dit, c'est pas. Et donc, que là, je dis, bon, ben, écoute, disons qu'il y a il y a des petits trucs comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, ça fait vraiment partie de la soumission, effectivement, ben, de la soumission, de la culture du mariage, je dirais. Donc, en tout cas, ce fut une discussion très intéressante. J'ai beaucoup appris et j'espère que les gens qui vont nous regarder auront beaucoup appris aussi. Il y a un petit bonus, il y aura une suite à cette émission-là où on va parler ben, de l'autre aspect du mariage qui est le divorce, malheureusement. On parle pas de mariage sans parler de divorce. Donc, on se dit à très bientôt sur le Baobab. Coach, merci encore. Franchement, Je t'en c'était très prie. intéressant. C'est vraiment plus que ce que j'attendais. Et donc, je vous dis à très bientôt sur le Baobab. Bye bye.